Merci. Donc, on commence la session avec la dernière présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est Pauline Créac et Ali Youssef qui vont parler. Alors, Pauline est de l'ITAVI et Ali Youssef est de l'Université de Leuven. Ils vont nous parler d'élevage de précision et big data, un nouveau challenge pour la filière avicole. Donc, Pauline s'exprimera en français, Ali en anglais, et donc on essaiera de faire la traduction des questions de français vers l'anglais pour qu'Ali puisse y répondre. Voilà, donc vous avez tous les deux 30 minutes à partir de maintenant. Bonjour à tous, Pauline Créache, je travaille à l'ITAVI sur l'élevage de précision. Je vais aujourd'hui présenter cette synthèse avec Ali Youssef, donc je le remercie d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement. Donc, il représente Daniel Berkmans, qui n'a pas pu se déplacer donc de l'Université de Leuven. Le service Datastat de l'IDEL, de l'Institut de l'élevage, a aussi participé à la rédaction de cette synthèse, donc je les remercie. Au sommaire de cette synthèse, on va avoir deux visions du sujet. Donc, tout d'abord, on va démarrer par la définition de l'élevage de précision, donc une partie par moi, une partie par Ali. Puis, donc Ali va nous présenter les résultats du projet EUPLF. Et enfin, je poursuivrai sur l'élevage de précision en France en aviculture avec une étude prospective. Donc, l'élevage de précision, comment ? L'élevage de précision, c'est l'utilisation coordonnée de capteurs pour mesurer des paramètres chez l'animal, des paramètres physiologiques, comportementaux et de production. Mais c'est aussi des mesures de paramètres dans son milieu de vie, la température, l'hygrométrie, les concentrations en gaz. Ces données vont être transmises, stockées, puis traitées, interprétées. Ces informations vont être restituées via les technologies de l'information et de la communication que sont les smartphones et les PC portables. L'éleveur va consulter ces informations, prendre une décision en complément de ces observations. Donc, soit c'est l'éleveur qui va agir, soit c'est des automates ou des robots qui vont le faire à sa place. Donc, voilà un peu le cadre de l'élevage de précision. Donc, je vais laisser Ali poursuivre. Mr. Chairman, Pauline, thank you very much for the introduction. Excuse me, I'll give my presentation in English, so I hope you understand. As Pauline has explained, I didn't get it, but I think she was talking about the PLF, or precision livestock farming, which is related mainly about management of livestock using sensing and computation technologies in order to continuously monitor in real time production, reproduction, and health and welfare condition of livestock and their environmental impacts. In the first part of this presentation, I will just give a demonstration example about how the PLF technology can be used in commercial farms through exploring the results, the main results of EU PLF European projects that has been recently finished, end of 2016, started 2013. The whole work, of course, I am pleased to actually present the work has been done all by the team, our team, measure M3 virus, measure, model, and manage of bioresponses. The main challenge and objective of the EU PLF project was mainly to give a demonstration for the farmers and all stakeholders in the poultry or in animal production in general, how they can create value or added value using the PLF technology. That by installing some PLF technology that been already, some of them already commercially available, like Dynamic system, which is image-based system, or sound-based system like SoundTalk, or actually Gaia system, which is a sensor-based system like accelerometer or GPS. During this PLF project for 3 years, we have used 20 commercial farms in 10 different countries, EU countries,
that was distributed over 3 species, namely 5 farms for broiler houses, broiler farms, 10 fattening pigs farms, and 5 dairies. We had also 20 research partners, including big companies like Fancom in Netherlands, SME like startup companies like SoundTalks, a spin-off of our group, also other research and academia partners like ourselves, which we are coordinating the project for 3 years. Also, we had 20 test installations in 20 farms in 10 different countries, including, as I explained, image-based system like iNamic for broiler houses, sound-based system like SoundTalk system in poultry houses and pig houses, and system-based system like Gaia in dairy houses. I will give some example for each system, like iNamic system here. It is mainly, it is produced by Fancom. It's a Dutch company in collaboration with our group. And it is mainly an image or camera-based system that giving alarm or helping the manager of the farm to continuously monitor the condition, health and welfare condition in his farm. Basically, how it is working, we have just cameras, number of cameras in the top view here, giving a top view images or continuous images, and it is stored here in a computer where our PLF algorithm is running in real time that gives, in the end, alarms or give flags to the farmer or the farm manager to help the management or giving the condition or the status of the animals inside the house. How it is working, I will not go in detail, just you can see that we have the videos, image, okay, in continuous time, 25 frames per second. And from that, we are using image processing techniques to get only 2 measurements. We don't need the whole thing. We only 2 measurements, which is the distribution the dynamic distribution, which is the number of animals per square meter, and we have also the activity in real time. And just by using a model-based algorithm, we can predict based on the past 5 hours of distribution what will be the next 5 hours of distribution. And we have just by labeling all of that in many data, we have found that we have put a threshold of 25%. When the prediction error is more than 25%, that gives us an alarm that there was a problem here. You can see here, this is an uniformity, so this is more uniform system here. So prediction error was less than 25%. This is actually the feeding line. And here, when there is a problem, so it is the prediction error is more than 25%, we just, without looking to the image, we found that there is a problem. And when we look in, we found, okay, there is a problem here with the feeding line. Okay, and so on for different events. To validate this algorithm, we have asked the farmer or the farm manager to note down all the events problem. All the events of problem that happened for 42 days. And blindly, we have compared our results, the results of our algorithm to his results. And out of 21 events, problem events along 42 days, we were able, with our algorithm, to predict or to detect 20 events with an accuracy of more than 25%. Another example for the PLF technology is a sound-based system. This for health monitoring of the pigs by online sound analysis. Again, this is based only on number of microphones. It is, of course, it is based on the size of the house, of the pig house. Okay, and continuously we measure, and also in real time we have a signal processing algorithm that detect coughs from different events. You can see here, this is, for example, grunt, and this was a door,
just we are labeling in real time as well. Just door closed. Here, this is cough, 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 and so on. And our algorithm is counting these cough events in real time. You can see here, just for validation, again, so this is the number you can see. This is the cough index, or the number index per 24 hours, per day, okay? And here, we were detecting, so this is the number of coughs. You see here the pigs enter actually as ill. We detected without knowing actually that the pig was sick. And only after how many, like 9 days or more, the farmer noticed that, and he gave treatment here. Again, we have to detect it here that there is, with the algorithm, that there is a problem, there is a health problem here, and only after 7 days, the farmer could notice that, and he gave treatment here. Here we have detected, and the farmer didn't notice at all. So this was just in comparison. We were validating our algorithm to his way, the normal way, a conventional way of detecting a health problem. Another system, this is for dairies. There is already GIA system. This is basically just like a press around the neck of the cow, you know, including accelerometer and a GPS system. It is not normal GPS. It is just an indoor GPS system using some antennas, so different antennas, and communicating with the system around the neck of the cow. And this can give us the activity of the cow in real time, can give also the position where inside the barn or outside the barn, where they are exactly, if they are now next to the milking machine or resting, and so on. And this system is already available commercially, but the algorithm is still not available. But what actually basically the algorithm is doing is based on the behavior of the animal. Like, for example, if they are cannot lay too much, they don't lay, so there is a problem with their feet or something, or their, legs. So something like that. And in real time, we can detect such problem, because we notice that the first thing when there is a health or welfare problem, the animal is react by behavior before even we notice physiologically. In the end, just to give you just to imagine how much data we can collect from this BLF, using this BLF technology in real time. This is just from 15 farms for 3 years. We have measured for more than 5,000 measuring days. For image only, we got more than 120 terabytes of images. Okay. For sound, we were more than like almost 5 million files for sound, sound files, 5 minutes each. And we were also having 130 welfare assessment, score. So you see, just so you can imagine how much data. This is one image per second. This is a number of pixels, so more than 1 million pixels, which is a number. Each pixel has a number, has a value, and we need to store. That means more, and we are counting 25 images per second, 52 million, more than 50, or about 52 million number, so value per second. And if we are actually, our algorithm is running every 20 seconds, that means we have more than 1 billion number every 20 seconds. But we are not storing that. We are not using all of this data. Only because we are using a real-time algorithm. We are running over this data every 20 seconds. We only need 3 numbers. One for the activity, one for the distribution index, and the timestamp. So for every 20 seconds, we only need 60 numbers instead of 1 billion number. This is only for one cow. Okay? The same here you can see for the sound system or for the sensor system. In conclusion, I can say that
The EU BLF project has demonstrated that BLF technology is realistic, can be used in commercial farm. We have shown that. And BLF also is powerful to monitor animal in real time, automatically and continuously, which can give, for example, an alarm to the manager, so we can take a decision, or maybe also we can close the loop and we can directly control what is happening in the farm. Finally, I'd say we don't need to store all of this huge amount of data, but we just need a real-time algorithm that they can get can push up to the high level only the valuable parameters. Thank you very much. Donc on va poursuivre sur l'élevage de précision en France, en aviculture, avec une petite étude prospective. Donc en France, l'élevage de précision, il se développe dans un contexte qui lui est favorable. Le métier de l'aviculteur est très technique, avec des animaux qui sont de plus en plus exigeants et qui nécessitent donc un pilotage très fin. De plus, la révolution technologique et numérique est clairement en marche, puisque les capacités de stockage augmentent, les puissances de calcul augmentent. On voit l'arrivée d'Internet en élevage. Donc, juste pour vous présenter un peu les évolutions en termes de technologie de précision depuis ces dernières années. On a les boîtiers de régulation de la ventilation et du chauffage qui sont aujourd'hui des basiques en termes d'élevage de précision. Les robots dans la filière œufs pour le conditionnement et la palettisation des œufs. Les capteurs, thermomètres, hygromètres, dépressiomètres qu'on utilise très couramment. Les pesons automatiques et les pesées de silos. Aujourd'hui, les développements en cours, j'en parlerai plus tard, ce sont les robots mobiles, les caméras, les objets connectés et les nouveaux capteurs. Mais plus que des nouveaux capteurs, c'est plutôt s'intéresser à la robustesse et à la fiabilité de ces capteurs pour les utiliser pour des mesures en continu en élevage. Et demain, on fera du machine learning, je l'expliquerai avec les big data, pour gérer les big data. Et puis, il faudra sûrement explorer d'autres domaines d'activité, d'où le point d'interrogation, d'autres domaines d'activité peut-être en dehors de l'aviculture. Donc, quel champ d'application pour l'élevage de précision? L'élevage de précision, il englobe déjà une alimentation de précision pour les animaux. Il doit permettre aussi d'optimiser les consommations d'énergie à l'échelle de l'élevage, d'assurer la santé et le bien-être des animaux, mais aussi la santé et le bien-être de l'éleveur. Il doit aussi permettre toujours une rentabilité des élevages, et puis d'essayer de quantifier, ces outils de précision doivent permettre de quantifier l'impact sur l'environnement pour essayer de le réduire s'il y en a un. Et puis, pour aller plus loin aussi, l'élevage de précision, ça va jusqu'à la qualité du produit, avec un gros enjeu de traçabilité des produits animaux. Donc en fait, l'élevage de précision doit finalement assurer la multiperformance de l'élevage dans tous ces domaines d'activité. Donc aujourd'hui, l'éleveur, il a à sa disposition un certain nombre d'outils, notamment pour assurer le suivi et la performance de ces animaux, le suivi des performances de ces animaux par les pesées d'animaux, les pesons automatiques pour le suivi de la croissance des animaux, mais aussi les pesées de silos pour le suivi des consommations d'aliments. Donc on a soit des capteurs placés sur les pieds pour mesurer la déformation des pieds, ou soit des jauges de contrainte en dessous de chaque pied de silo. Il y a aussi, l'éleveur a aussi à sa disposition un certain nombre d'automatismes qui sont assez couramment rencontrés en élevage pour aider l'éleveur et pour le libérer de certaines tâches chronophages, comme la régulation automatique de la ventilation et du chauffage, les programmes lumineux pilotés automatiquement, la distribution automatique de l'aliment, le déclenchement automatique de la brumisation. En développement, on a beaucoup de choses qui se développent autour du suivi du bien-être animal, notamment avec l'utilisation de caméras. On l'a vu avec Aynamic qui regarde la répartition des animaux dans le bâtiment.
et un autre algorithme, Optical Flow, qui lui essaie de détecter des anomalies sanitaires avant l'éleveur, en regardant le comportement des animaux. On voit aussi fleurir un certain nombre d'applications smartphones dédiées à l'élevage, au bien-être animal, comme l'application Eben qui va chercher à objectiver le bien-être animal. L'éleveur peut aussi avoir à sa disposition, notamment en filière œuf, des robots pour le conditionnement et la palettisation des œufs. En développement, on a les robots mobiles qui vont libérer l'éleveur de tâches pénibles, comme le robot Octopus Robot qui a lui un enjeu de désinfection de l'ambiance, d'aération des litières. Il est aussi porteur de capteurs et de caméras. Et puis le robot T1 qui est un plus petit robot et qui va lui avoir comme premier objectif d'éviter et de limiter la ponte au sol des poules. Aujourd'hui, il y a aussi l'élevage de précision doit permettre de faciliter la gestion de l'élevage, notamment grâce aux boîtiers de ventilation, aux boîtiers de régulation de la ventilation et du chauffage qui, eux, centralisent un certain nombre de données. Et on voit aussi naître des systèmes de cloud, comme le Cloud My2Figo Rapidex, qui, lui, permet de sauvegarder les données pour, en cas de problème, que l'éleveur puisse les récupérer. Et ce cloud peut permettre aussi à d'autres intervenants de la filière de pouvoir accéder aux données de l'éleveur. Aujourd'hui, l'éleveur aussi peut visualiser les données de son élevage à distance en utilisant son smartphone qui fait partie aujourd'hui de son quotidien et de son travail quotidien. Quelles données sont collectées sur le boîtier de régulation? On a les données de température, température à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur du bâtiment, l'hygrométrie, pareil, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, la dépression du bâtiment, la vitesse d'air, le poids des animaux, le poids des silos, les consommations en gaz, les consommations électriques, les consommations d'eau, mais aussi les concentrations en gaz, ammoniac ou dioxyde de carbone. Donc on se rend compte qu'on a finalement une masse de données, un volume de données et des formats de données qui sont divers et qui vont être centralisés au niveau de ce boîtier. Et la nouveauté de l'élevage de précision, c'est aussi le fait que l'acquisition de données est faite en flux continu. Demain, il va falloir partager les données pour les valoriser. En effet, en aviculture, on a des données partout, au niveau du couvoir, au niveau de l'abattoir, du sélectionneur, de l'élevage. Et l'idée, c'est pour créer de la valeur ajoutée, c'est de mettre en commun ces données et finalement de les mettre en musique pour pouvoir faire des modèles plus complexes et créer des aides à la décision pour l'éleveur. Des outils pertinents pour l'éleveur. Donc aujourd'hui, pour faire de l'analyse prédictive, on va avoir une structuration de base, une base de données, des modèles, des équations pour faire de la prédiction. Aujourd'hui, avec les statistiques classiques, on a un jeu de données à un instant T, donc une base de données avec des données collectées à un instant T. Et on va réadapter le modèle à l'aide d'une nouvelle extraction de données, donc ce qui nécessite de nouvelles analyses et de finalement reprendre le processus de modélisation dès le début. Donc, avec l'arrivée de l'élevage de précision, la nouveauté, c'est finalement le remplissage en continu et en temps réel de ces bases de données qui va finalement impliquer que les équations doivent être remises à jour en temps réel au fur et à mesure du remplissage de la base de données. Donc, si on utilise les modèles, les statistiques classiques sur des bases de données de ce type,
on va avoir des écarts minimes qui risquent d'être significatifs, d'où le fait de revoir la manière de travailler avec les big data et donc de faire cet apprentissage en continu des modèles statistiques. Donc finalement, si on se rapproche de l'aviculture, ces algorithmes type machine learning, ils peuvent être utilisés pour prédire par exemple la croissance et le poids des animaux avant l'abattage, en intégrant toutes les péripéties qu'il y a pu avoir sur le lot, un passage sanitaire par exemple. Donc, on va arriver sur la partie prospective. Donc, je vais vous présenter 2 exemples d'outils utilisés dans des domaines en dehors de l'aviculture. Donc, l'idée, c'est de ne se fermer à rien et de pouvoir imaginer des applications intéressantes et répondant aux besoins de l'aviculture. Donc, les entreprises DataIQ et BioSerenity, ils ont développé des vêtements connectés pour diagnostiquer l'épilepsie chez des patients par le captage de données de santé. Donc, le captage, la mesure du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire, du taux d'oxygène dans le sang, des capteurs de mouvement pour indiquer la position du patient et un bonnet pour mesurer l'activité cérébrale. Donc, si on se rapproche de l'aviculture, à plus court terme, on peut imaginer une application en recherche pour apprécier l'état physiologique des animaux plus précisément. Et puis, à plus long terme, pourquoi pas avoir des micro-capteurs, pas des vêtements, pas sous la forme de vêtements, pour équiper les animaux qui seraient des animaux sentinelles représentatifs du lot et qui donneraient des informations précises sur l'état des animaux, l'état physiologique. Un autre exemple, ce sont les capteurs embarqués pour améliorer la traçabilité des containers jusqu'à la distribution, jusqu'à leur destination, pardon, et par des capteurs embarqués de façon à transmettre des informations en temps réel à tous les acteurs de la chaîne de transport. Donc la localisation du container, des chocs éventuels, des variations de température, etc. Donc si on se rapproche de l'aviculture, ce type de capteur embarqué pourrait apporter plus de transparence entre les intervenants de la filière, permettrait d'améliorer le transfert d'informations entre les maillons et de contrôler, par exemple, les conditions de transport des animaux du couvoir jusqu'à l'élevage ou de l'élevage jusqu'à l'abattoir. On a des initiatives qui se développent sur cette thématique de traçabilité, comme la plateforme de traçabilité GS1 initiée par Terena et par GS1. Cette plateforme, elle va permettre aux acteurs de la filière de partager, de valoriser et d'exploiter leurs données entre eux jusqu'aux consommateurs finaux. Donc là, on va aussi essayer de tracer le cycle de vie du produit, voilà, en toute transparence du producteur jusqu'au consommateur. Donc pour conclure, l'élevage de précision, il est clairement vu comme une aide à la conduite d'élevage, donc une aide pour l'éleveur. Et on sent bien que l'élevage de précision n'est finalement qu'à ses débuts. Et donc, il va falloir, par contre, favoriser et faciliter la transparence et la communication entre les acteurs de la filière. Et pour cela, je l'ai dit, il va falloir partager ces données, ça s'avère nécessaire avant même de parler du big data. Et puis, enfin, l'élevage de précision, il ne doit bien sûr pas remplacer l'éleveur, ni même l'éleveur doit garder son rôle essentiel dans le processus de décision. Il faudra penser à l'avenir, à lui offrir une solution globale pour ne pas le submerger d'outils et d'alertes, voilà, pour avoir une solution cohérente et pertinente pour lui. Je vous remercie de votre attention. Bien, mais écoutez, je vous propose d'ouvrir la séance des questions. Bonjour, Charles Facon à la Bovette. Je voulais savoir quel était le prix d'implantation d'un dynamique dans un élevage.
Yeah, excuse me, really, I don't know how much it is, but I can give you more information. You can see the website, I think, but I really don't know commercially how much it is. It's, you can find it in the website of Fancom. Yeah, can somebody? It is understandable? Yeah, okay. On a une question. Hello. On a une question là. Merci pour la présentation. Thank you for your presentation. My question is quite the same, but in different way. What is the return on investments about this? Not the price, but how much we can expect to win by setting up this kind of monitoring system in the livestock? I'm sorry, can you repeat again? So how much? So it is The not return how much on the investments. price? So if I, for example, I'm going to spend €1 in order to set up this system, how much I can expect to win as a return? Okay, this is a good question, really. This is very to the point. Okay, during this project, the EUPLF, the main, as I said, the main output was a blueprint. You know, what is this blueprint? Is to show all the stakeholders, not only the farmers, how to get or to gain an added value out of this. Commercial numbers, what I can say just that you can, by just sharing this information, you don't need, for example, you can save manpower, and we are sure about that. For example, we were able in the sound system to detect that there is a health problem from at least 2 to 12 days before the farmer or the manager can detect it. So imagine how much money you can save by just giving, giving the medication in the right moment. You will save the amount of medication, antibiotics and everything, okay? And if you apply this information, imagine localized, and we are working on that, you can also only give medication to a specific animal or to a specific group of animals. So the number itself, I don't know, but you can, I think, imagine how much you can save, really, just by, you don't need, and if you share this data in a cloud, for example, like with a veterinary, you know, he doesn't need to come every day or every week, only comes on demand. Something like that, yeah? I hope I was somehow clear. Oui, Pierre-André Pag pour les intimes. Merci pour ces deux présentations très intéressantes et en fait encore quelque chose de bien excitant pour le futur. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez validé dans vos modèles, dans des situations pathologiques qui se développaient, que vous aviez pu les prévoir? Et ça s'adresse aux deux, puisque vous avez présenté tout à l'heure la multiplicité des capteurs, disant demain, c'est quand même pour faire du modèle prédictif. Donc, est-ce que vous avez déjà testé aujourd'hui dans des conditions d'apparition de pathologies, par exemple digestives, etc. Est-ce que vous avez pu voir des changements qui peuvent permettre d'anticiper l'apparition de la pathologie? C'est bien l'objectif d'un capteur. This for me, I think. For both of us. Yeah. You can answer first. Okay. Okay, from what I got from the translation, thank you very much. Okay, you are saying that if we can detect a specific pathological effect? Predict before. Predict what, sorry? The appearance of the pathology. Okay. In this example, I showed it is only one symptom, which is the coughing. So it is something with the respiratory. I'm not pathologist, I'm engineer, sorry. But yeah, it is, if you give me, for example, and what we call key indicator for any pathogens that we can detect with any kind of sensor, yeah, we can predict it based on the data in dynamic way. For this specific example, our key indicator was the coughing. So we could predict, for example, the evolution of based on the number of coughing, we could predict, yes, that it will be increasing. And of course, if it will be spreading, because this may be, it is function of the number of coughing is number of animals they are infected. So we could predict that actually. Yeah?
You, Okay for the coughing, but that's why I'm maybe more targeting your colleague. yeah. Si vous pensez à l'ensemble des capteurs, à ce que vous mesurez, est-ce que vous arrivez à voir un changement global au niveau du bâtiment de volaille, parce que les poulets tous moins quand même, un changement au niveau du bâtiment de volaille, et voir apparaître une pathologie particulière? Est-ce que vous avez pu vérifier, valider aujourd'hui sur le terrain? Plein de modèles qui existent. Aujourd'hui, on fait partie d'un projet européen pour essayer de valider un algorithme optical flow, là, dont j'en ai parlé, donc qui regarde, lui, le mouvement global des animaux dans le lot, enfin des animaux. Il a eu des premiers résultats positifs en Angleterre, donc c'est développé par l'université d'Oxford. Donc du coup, le projet européen, il sert à valider les premiers résultats sur le terrain. Donc je vous en dirai peut-être plus tard, mais il y a eu des résultats concluants déjà en conditions expérimentales, quoi. Bonjour. Alors moi j'ai une petite question un petit peu provocative. Ce genre d'équipement, moi je trouve ça très intéressant. Ça représente oui, je suis là. Ça représente un investissement qui est non négligeable pour l'éleveur et ça le rend en quelque sorte un petit peu dépendant à toute l'information qui va en sortir. Alors maintenant, on est sur de l'équipement qui est connecté. Ce matin, on parlait de personnes qui viennent rendre visite dans des élevages ou des abattoirs et prendre des vidéos. Là, on est sur des équipements qui sont connectés. On parlait du cloud tout à l'heure. Avoir des choses qui envoient des informations qui sont ultra connectées, c'est super. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a personne qui va rentrer dedans pour jouer au petit malin, juste regarder les infos si c'est que ça, voire aller plus loin? Ah, vraiment, je ne suis pas informaticienne, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Mais je sais que l'éleveur, déjà, il a le choix aujourd'hui, par rapport à ce cloud-là, de transférer ses données à qui il souhaite. S'il ne veut pas envoyer ses données à un tel, il n'envoie pas. Il clique sur un bouton et voilà. Mais sinon, c'est vrai que sur la sécurité des données, je ne pourrais pas donner vraiment de réponse là-dessus. Je ne sais pas. Thank you first. I think it's a very good question. Actually, about the data, it's about the data, availability of the data, and who owns the data. This is a very important point. In the States, they are using actually like companies that for machineries for crops production. They have won, I think, 3 years or 2 years ago, they have won a suit case against the farmer. They're saying that we own the data, not you. And it didn't happen yet in Europe, so I hope really that maybe we can protect the farmer. At least he can have a control over the data. About the security, of course, there is a problem always when your data in the cloud. That's why I'm really not into like pushing all the data in the cloud. I am more into pushing only the related information that can be some processed information in the cloud, can be coded, whatever, no problem. This is an IT problem, but I'm not really putting the whole data on the cloud. And I think it should be, of course, in a collaboration with all the stakeholders, but I think the farmer should have the upper hand there, that he can, or the producer, he can switch on, off the flow of the data. Thank you. Sur la propriété des données, juridiquement parlant, la donnée n'appartient à personne, juridiquement parlant, mais bien sûr, on peut se dire que c'est celui qui l'a produit qui la détient, quoi. Oui. Loïc Huard, Société Tufigo Rapidex. Donc pour rebondir un petit peu sur ces infos, il faut savoir aujourd'hui que les éleveurs qui sont équipés d'outils de gestion de bâtiments d'élevage de chez nous sont déjà pratiquement de l'ordre de 40% équipés en connexion en VMC sur leur smartphone, leur tablette et leur ordinateur. Aujourd'hui, le VMC, tout le monde sait que c'est un moyen de communiquer assez facilement, mais qu'en termes de protection d'accès, c'est très très léger.
Donc le but du Byte2Figo Rapidex, donc, qui est un data, c'est qu'on a beaucoup plus de sécurisation sur le système et toutes les données sont doublées, donc elles sont sauvegardées 2 fois. Voilà un petit peu par rapport aux interrogations. Après, évidemment, on n'est jamais sûr de rien, hein. Les data, les big data aujourd'hui sont utilisés par les systèmes bancaires, entre autres, et tous les assureurs, enfin plein de domaines, le milieu médical, tout le monde utilise ce système-là aujourd'hui. Merci. Bien, d'autres questions? Non? Je vous remercie. Je pense qu'on peut applaudir nos 2 intervenants. Thank you.